Bonjour, aujourd'hui on commence le quatrième cours de développement web. Ce sera plutôt du développement web que de l'algorithmique aujourd'hui. De ce second semestre, on va parler de choses assez pratiques en JavaScript qui vous permettront d'avoir tout le bagage utile pour terminer vos projets tutorés et vos CV numériques. Donc en particulier, on va revenir sur la dernière séance de TP ou TD sur les formulaires, voir en particulier comment on gère la correction des bugs, et puis ensuite on va passer aux objets JavaScript, ça sera la petite nouveauté du jour, la première en tout cas, avant de voir le principe des services web, comment on les interroge en appelant ce qu'on appelle des API à l'aide de JavaScript. Alors, je ferai peut-être plusieurs vidéos. On va faire une première sur les formulaires et corrections de bugs. Avant ça, je vous montre les sources utilisées pour l'ensemble du diaporama. Et eh bien, allons-y sur les formulaires et corrections de bugs. Alors, on avait vu dans une séance précédente comment rajouter des éléments JavaScript pour faire de l'interaction autour des formulaires. C'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est pas les interactions avec l'internaute directement au clavier, à la souris, etc. Ça va plutôt être comment on va interagir avec la base de données pour envoyer les données entrées dans le formulaire dans la base. Et donc, vous avez eu une TP ou TD sur le sujet. Je vous ai préparé une petite vidéo vous fournissant une solution simple qui tient en quelques lignes pour remplir une base de données avec les données d'un formulaire. Et pour que ce soit simple, j'ai pris un formulaire qui n'a qu'un seul champ, mais qui est pratique quand vous créez un nouveau site. C'est un formulaire d'inscription à une lettre d'actualité. Donc, vous voyez, par exemple, si vous lancez une startup, plutôt que de mettre un site vide ou avec juste le nom de la startup et un slogan pour dire ce qu'elle fait, non seulement vous allez mettre ça, mais en plus un petit champ texte en dessous où les internautes vont pouvoir rentrer leur adresse mail pour être informés justement du développement de la startup et de ses futures actualités. Et donc souvent c'est un moyen utilisé pour recueillir les adresses de personnes intéressées pour pouvoir les recontacter par la suite. Et bien, vous pourrez voir dans cette vidéo comment ça fonctionne avec une structure assez simple, c'est-à-dire il y a juste trois fichiers. Le fichier qui affiche le formulaire, un fichier extérieur qui va permettre de se connecter à la base de données, comme on le fait d'habitude pour éviter d'avoir les informations login, enfin identifiant et mot de passe à l'intérieur de votre fichier PHP principal. Et puis une troisième page finalement, qui va être la page sur laquelle on arrive quand on a envoyé les données du formulaire et qui va nous dire est-ce que les données ont bien été entrées dans la base de données ou pas, ou est-ce qu'il y a eu une erreur. Parce que par exemple un champ n'a pas été rempli. Donc là c'est à vous de voir, soit vous voulez aller voir dès maintenant comment ça se passe. La vidéo dure moins de 25 minutes, elle est chapitrée comme vous le voyez en bas à droite sur cette diapo. Peut-être si vous voulez rester dans le rythme du cours, eh bien continuons ensemble justement cette vidéo et je vais quand même vous rappeler les différentes étapes quand vous devez créer un formulaire qui envoie des données dans une base de données. Alors la première étape, ça va bien sûr être d'intégrer le formulaire en HTML et CSS. Si vous faites du HTML, CSS de base, souvent vous avez un formulaire qui est un petit peu moche avec des champs qui sont très anguleux, vous voyez, c'est très rectangulaire tout ça. Et vous avez plusieurs bibliothèques Bootstrap, Material Design Lite, qui permettent d'avoir des formulaires modernes, plus jolis, avec des interactions déjà prévues en JavaScript. Alors ça, c'est à voir avec les conseils que vous recevrez en intégration web, parce que peut-être que dans cette première année, il faut se contenter de bien maîtriser déjà l'intégration avec du HTML, CSS de base, et limiter l'utilisation de ce genre de bibliothèque plutôt à la deuxième année ou quand vous aurez un peu plus d'aisance avec l'intégration HTML où vous faites tout vous-même. Mais voilà, je vous ai mis des petits liens à chaque fois, pas directement vers la page d'accueil de la bibliothèque, mais plutôt vers une page qui vous donne, oui, une page de la documentation qui vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Alors en fait, vous avez autre chose à faire juste après, qui n'est pas... Enfin, vous voyez, c'est de l'intégration, mais c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire si vous faites juste un formulaire qui ne sera pas dynamique et qui n'enverra rien en base de données. Donc là, en fait, dans la balise forme de votre formulaire, il va falloir ajouter deux attributs. Un premier attribut action qui va contenir comme valeur l'adresse de la page où vous devez aboutir une fois qu'on aura validé le formulaire.
Donc concrètement, c'est s'il y a un bouton Submit, quand la personne va cliquer sur ce bouton Submit, voilà, on va se retrouver à la page qui sera indiquée à l'intérieur de cet attribut Action. Si vous ne mettez pas l'attribut Action ou que vous laissez la page vide, le formulaire va rester sur la page actuelle. Et c'est tout à fait possible, vous pouvez tout à fait traiter les données de la page sur la même page. Pour plus de clarté, j'ai quand même prévu une page séparée, vous le verrez tout à l'heure, et donc bah là, dans Action, j'ai indiqué l'adresse relative de cette page, c'est-à-dire juste le nom de fichier qui devait être ajout formulaire ou ajout données, ou ajout courriel, voilà, .php. Après, dans Method, vous devez mettre, donc l'attribut Method de la base form, vous devez mettre soit get, soit post, qui sont les deux options pour envoyer les données vers la page, justement, qui est définie dans Action. Première option, c'est get, c'est passer les données dans l'URL. La deuxième option, c'est post. Les données n'apparaîtront pas dans l'URL, mais elles seront transmises dans la requête HTTP. Et donc, voilà, ça sera plus discret, disons, pour transmettre vos données. De plus, vous n'aurez pas de limite sur les tailles des données que vous pouvez transmettre, alors que si vous transmettez par l'URL, eh bien là, vous êtes limité, bien sûr, par la taille maximale de l'URL. Alors, autre chose qui relève de l'intégration, mais dont il faut particulièrement s'assurer quand on fait du développement web derrière pour enregistrer les données en base de données, c'est de nommer chaque champ, c'est-à-dire de bien définir l'attribut name en HTML, car c'est justement ce nom qui va permettre de récupérer les différentes informations qui ont été rentrées. Et typiquement, si on passe en get dans l'URL, je peux peut-être vous montrer dans le navigateur ce que ça donne. Vous l'avez la démonstration à l'intérieur du code que je vous ai mis en vidéo, mais là je vous le montre directement dès que je l'aurai retrouvé. Voilà le site web de musique. Par exemple, ici, quand il voudra bien se charger, si je vais tout en bas pour voir le formulaire, eh bien, que je mets l'adresse. Attendez, je vous montre d'abord, si je fais inspecter l'élément, je vais vous montrer qu'il y a effectivement un name égale courriel, ici. Et justement, comme il est indiqué courriel, dans l'URL, je vais bien obtenir courriel égale gambette, l'arrobase qui a été modifié en un caractère spécial, u-pem.fr. J'en profite peut-être, ces caractères spéciaux, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'utiliser le site qui s'appelle urlencoder.org et qui vous permet de convertir soit une URL qui contient ces caractères, qui commence par un %, des caractères particuliers, pour les décoder, soit justement de mettre votre URL avec le caractère particulier. Voilà, et alors non, là je veux faire décode, dans ce cas-là je vais changer, je vais passer à urldecoder.org en cliquant sur decode, voilà, urldecoder.org, et là je cherche que veut dire ce caractère, je vois qu'il vaut bien la valeur arrobase. Et donc voilà, ce champ name, c'est vraiment ce champ name qu'il va falloir personnaliser. Et là, vous voyez que si dans le navigateur, je l'appelle finalement email, et que j'envoie l'adresse de courriel, et bien dans l'URL, maintenant, il s'appelle email, ce champ-là. Bon, voilà, je reviens au diaporama. Donc n'oubliez pas de nommer chaque champ. Ah oui, je peux peut-être en préciser qu'il y a aussi des champs invisibles que vous pouvez rajouter. Par exemple, si vous voulez mettre, je sais pas, l'heure qu'il est, le rajouter dans un champ, ce serait possible de le faire avec un champ caché, comme cela. Vous irez voir les documentations de HTML pour voir comment on fait un champ caché dans un formulaire. Ensuite, vous devez créer le code PHP qui va récupérer les données en get ou en post. Et donc ça, je vous ai dit, dans mon exemple, j'ai créé une page autre, mais j'aurais pu mettre ce code en haut de ma page PHP, de la même page qui contient le formulaire, si j'avais voulu rester sur cette page une fois que le formulaire a été rempli. Et typiquement, pour ce genre de code PHP, on va commencer par vérifier que toutes les données attendues dans le formulaire, en tout cas les données obligatoires, ont été remplies. Et pour cela, on utilise la fonction isSet qui nous permet de savoir est-ce que ce qu'on va mettre dans les parenthèses qui correspond à un nom de fonction existe vraiment.
Pardon, ce qu'on met dans la parenthèse, c'est un nom de variable. Et du coup, is7 nous répondra true si le nom de variable, enfin si la variable correspondant à ce nom-là est remplie, contient une valeur, et répondra false sinon. Et du coup, si un des champs n'a pas été rempli et que donc il n'y a pas le nom correspondant du champ dans l'URL transmis en get, eh bien is7 renverra faux et on pourra détecter ça et donc afficher un message disant il faut bien remplir tous les champs du formulaire. Dans ce test, vous pouvez aussi, après avoir vérifié si la variable existe, donc avec is7, vous rajoutez end, et puis vous pouvez faire un test derrière sur soit la longueur de la variable, pour voir si la chaîne entrée a plus de 0 caractère, soit vérifier est-ce que cette variable-là a la valeur chaîne vide, auquel cas, pareil, vous dites, bah non, il fallait mettre une valeur en plus. Et vous mettez bien ce test-là, sur la valeur de la variable, après le is7, pour qu'on vérifie d'abord si la variable existe avant de voir ce qu'il y a dedans. Si vous le faites dans l'autre sens, ça va créer une erreur. Donc voilà, pour plus d'infos, je vous renvoie à la vidéo de correction, enfin de proposition d'une solution pour le formulaire qui envoie des données dans la base de données. Alors ensuite, une fois que vous avez vérifié que toutes les informations demandées ont été transmises, là vous utilisez une requête SQL, insert into, et puis vous allez l'envoyer, donc vous la créez en PHP, vous l'envoyez avec PDO, et pour ça il y a tout un mécanisme pour préparer les requêtes, où chaque valeur qu'on va envoyer dans la base sera désignée par 2 points, et puis un nom que vous allez lui mettre. Typiquement, justement, réutiliser les noms des attributs name de votre formulaire, comme ça vous facilite les choses. Et une fois que vous aurez préparé cette requête, quand vous exécuterez la requête avec execute, il faudra transmettre en entrée de ce execute, entre parenthèses, un tableau associatif qui, à chaque justement nom de valeur précédé de 2 points, associe la valeur associée qui a été rentrée dans le formulaire. Et donc là encore, allez voir la vidéo pour plus de détails, mais je voulais vraiment vous récapituler les différentes étapes. Et enfin, eh bien justement, une fois que vous avez exécuté la requête, c'est bon, elle s'est rajoutée dans la base de données. Alors si vous voulez creuser, il y a moyen de détecter les erreurs avec un try catch. Voilà, vous pouvez vous renseigner là-dessus en PHP pour voir comment ça marche. Mais pour l'instant, la seule détection d'erreur que je vous propose, c'est de vérifier si les champs sont remplis ou pas à l'étape précédente avec is7. Et donc, enfin, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire un retour à l'internaute sur cette page qui va lui dire que les données ont bien été entrées dans la base de données, et puis, ou qu'au contraire, il manque un champ, et donc afficher un lien de retour vers la page précédente, ou vers le formulaire, s'il faut le compléter pour rajouter des champs. En fait, on ne s'arrête pas là. Il y a toute une phase de correction de bugs que je n'ai pas mentionné, mais qui en fait doit se faire au fur et à mesure. Et vous le verrez dans la vidéo. Si je reviens en arrière, ah non, là vous n'avez pas le temps que ça prend, mais vous voyez, la vidéo je l'ai vraiment faite dans les conditions du direct, enfin en direct même, il n'y a pas de coupe, et donc vous voyez que nous avons, eh bien, sur les 23 minutes de la vidéo, 23 minutes 10, vous voyez, test et correction du code, eh bien, ça prend quand même 4 minutes 30. Et vous remarquerez, en lisant la vidéo, que j'ai fait quelques erreurs, certaines que je n'avais pas prévues, et puis d'autres pour vous montrer quand même ce qui se passe quand on fait des erreurs et comment on les corrige. En tout cas, je vous donne un petit tutoriel ici qui a été rédigé avec un prof que vous rencontrerez en 2e année, Jean-Marie Cléry. Et ce tutoriel, en fait, vous l'aviez déjà sur la page du cours. Est-ce que je peux vous retrouver ça? Voilà, ça doit être dessous. La page du cours ici, vous voyez, c'est ce guide de débugage JavaScript jQuery. En fait, j'y ai rajouté sur la fin quelques informations sur PHP SQL, puisque à chaque fois que vous rajoutez des langages, bon là il y avait déjà JavaScript, jQuery, en plus du HTML, CSS, mais comme on va rajouter les langages PHP et SQL, eh bien les erreurs peuvent être partout, dans n'importe lequel de ces langages, et justement il va falloir se focaliser sur chaque langage l'un après l'autre, pour voir déjà dans quel langage se situe l'erreur avant de la trouver et de la corriger. Mais les 2 grands principes que je vous donne dans ce document, c'est le fait que pour trouver une erreur, il faut observer votre code et ce qui se passe pour comprendre. Et donc pour cela, en JavaScript, vous avez console.log qui vous permet d'afficher des choses dans la console, et donc ça vous permet de savoir soit si le code passe à une certaine ligne, en affichant un message console.log Toto quand vous passez à la ligne 10, du coup vous saurez si
le navigateur est passé à la ligne 10, ou alors en affichant des variables, si vous mettez console.log entre parenthèses Toto sans guillemets, et ben ce sera la variable Toto dans laquelle vous aurez peut-être stocké une valeur, et donc ça affichera la valeur de la variable, pour voir si cette valeur est bien celle que vous attendez, celle que vous avez prévu de rentrer dans la variable. Ou bien si à l'inverse elle est vide, elle contient undefined ou autre. Donc ça c'est le premier principe, et le deuxième principe c'est de construire un exemple minimal. C'est-à-dire que souvent, si vous faites plusieurs lignes de code avant d'essayer de détecter les erreurs, eh bien vous avez plusieurs erreurs qui vont s'additionner, parfois même dans une seule et même ligne. Et donc ce que je vous conseille c'est de revenir à un code le plus simple possible. Vous pouvez même repartir à une page blanche. Donc la manière de faire ça assez pratique c'est une fois que votre page contient des erreurs, bah, vous supprimez les, je sais pas, les 10 dernières lignes que vous avez ajoutées, et puis vous regardez ce qui reste, est-ce qu'il y a toujours une erreur ou pas. Alors ça, soit vous sauvegardez votre page complète avec les erreurs pour ne pas la perdre, soit vous pensez bien, enfin vous voyez, vous faites des coupés-collés, et une fois que vous avez coupé le code avec des erreurs, bah, si ça marche, vous voulez le rétablir, et donc soit vous refaites coller, soit vous faites CTRL-Z pour revenir en arrière. Bon, attention à cette méthode, si jamais votre ordi plante alors que vous avez coupé 50 lignes où il y avait juste une petite erreur, bah, vous risquez de perdre vos 50 lignes. Donc voilà, à vous de voir comment vous manipulez cette technique. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment d'avoir le nombre minimal de lignes utiles pour faire apparaître l'erreur, et donc partir du moins de lignes possible, puis compléter jusqu'à ce qu'on ajoute la ligne qui contient l'erreur. Donc voilà, c'est ce que j'appelle trouver la ligne qui casse tout, en fait. Et puis, ben, justement, Monsieur Cléry suggérait d'utiliser l'outil pas à pas du navigateur qui vous permet d'interrompre le code à certaines lignes. Par exemple, à l'intérieur d'une boucle, c'est très pratique de voir bah, si vous arrivez à interrompre le code à chaque passage dans la boucle, de voir quelles sont les valeurs des variables à ce moment-là. Et puis, bah, je vous ai rajouté aujourd'hui, s'il y a du PHP et du SQL, une bonne méthode, ça peut être de regarder justement la requête qui est construite en PHP, bah, qu'est-ce qu'elle contient, donc voilà, voir pour comprendre. Comment on voit la requête, bah, en faisant soit un echo, soit un var dump, pour qu'elle soit affichée dans la page. Et puis, bah, une fois qu'elle sera affichée, vous allez la copier-coller dans PHP-MyAdmin, dans l'onglet SQL, pour la tester et voir si elle fonctionne bien, et si elle renvoie bien plusieurs résultats. Des fois, le problème, c'est juste que elle ne renvoie aucun résultat sans qu'il y ait d'erreur. Et donc, bah, votre code PHP ne fonctionne pas ou n'affiche rien, parce que vous attendez à ce qu'elle en renvoie plusieurs. Voilà pour les corrections d'erreurs. Et donc, est-ce qu'on a fini sur cette partie formulaire? Je reviens en plein écran. Et quand ça aura bien voulu charger, je pourrai avoir confirmation. Ah non, certes, on a presque fini. Il nous reste un aspect juridique. Il faut absolument respecter le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données, qui est un texte juridique européen, qui a été depuis décliné en droit français. Depuis 2018, il est entré en vigueur et il protège les données personnelles des citoyens de l'Europe, dans le monde entier. C'est une loi qui a une valeur extraterritoriale, donc même si votre site, vous essayez de l'héberger aux États-Unis pour éviter le RGPD, eh bien ça ne suffira pas, vous devez quand même vous mettre en conformité avec le RGPD pour les internautes de nationalité européenne qui viendraient visiter votre site. Alors, pour cela, eh bien, en fait, c'est une problématique qui est assez complexe. En gros, jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'au RGPD, il suffisait d'afficher une mention, dans la plupart des cas, quand vous ne demandiez pas de données sensibles aux gens, vous affichez ce qu'on appelait une mention CNIL qui disait vous avez un droit d'accès de rectification à vos données personnelles. Eh bien maintenant, les mentions à afficher sont un peu plus détaillées que cela. Si vous suivez le lien que je vous ai fourni ici, il renvoie vers la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vers son site web, et vers une page qui vous donne un exemple des mentions qu'il faut prévoir. Et vous verrez dans cette mention que, bien, il a plus d'obligations. Il faut dire de quelle manière les données seront utilisées. Et typiquement, si vous collectez des adresses de courriel pour envoyer une lettre d'actualité,
Eh bien, si vous vous contentez d'envoyer une lettre d'actualité, c'est bien, il faut le dire. Si en revanche, vous voulez aussi, par la suite, solliciter les gens en leur envoyant des informations sur d'autres startups que vous allez monter, eh bien, il faut leur dire que ces adresses mail auront vocation à envoyer soit une lettre d'actualité sur ce site, soit sur d'autres startups euh, que vous développerez. Ou même si vous voulez revendre, enfin ou transmettre les données à des tiers, il faut le dire de manière très visible au moment où la personne remplit le formulaire. Et il faut qu'elle en soit consciente et donc qu'elle puisse refuser de remplir ce formulaire. Et donc tout ça s'ajoute au fait que bien sûr, on propose toujours aux internautes de modifier ou supprimer leurs données à caractère personnel si besoin. Vous verrez qu'il y a aussi des contraintes sur la durée de conservation des données. Il faut prévoir des durées qui soient raisonnables au regard justement de l'usage qu'on va faire des données. Voilà, vous verrez peut-être plus de détails là-dessus en deuxième année en cours de droit, mais je voulais déjà vous sensibiliser à ces questions parce que justement, un des principes du RGPD, c'est de ne pas demander plus de données personnelles qu'il n'est nécessaire. Donc voilà, pas besoin de demander la date de naissance aux gens si vous ne l'utilisez pas. Si vous voulez leur souhaiter leur anniversaire, vous demandez juste la date d'anniversaire, mais pas besoin d'avoir l'année. À l'inverse, vous pouvez demander juste l'année si ce qui est important, c'est l'âge pour vérifier si la personne a un âge légal pour accéder au site, par exemple. Eh bien, je pense que voilà, là, on va s'arrêter là pour cette première partie et je vous renvoie vers la deuxième vidéo pour la suite sur les objets et puis encore une troisième sur les services web.